On va parler d'un truc un peu en lien avec le froid, c'est le stress. Comment on gère face à une situation qui potentiellement nous semble dangereuse ou difficile, etc. En fait, avec Christine, avec Julien, on a pas mal parlé de la notion de répit, de ce que ça pouvait évoquer chez nous en termes de compétences à développer, d'autonomie, etc. Tous les mots qui ont pu être posés jusqu'alors. Et on s'est dit avec Julien et Christine que ça pouvait être intéressant de faire un parallèle entre cette capacité à s'autoriser un temps pour se soulager, pour se reposer, pour prendre du temps pour soi, etc. Et les modèles qu'on utilise en psychologie pour comprendre pourquoi parfois notre organisme va beaucoup s'activer, va se charger, voire même se surcharger, et comment on peut faire dans ces moments-là pour décharger, se soulager, etc. On voulait faire un parallèle, apprendre ou à laisser, il n'y a aucune obligation, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de transmettre ces informations-là pour peut-être venir piocher quelques petites choses à mettre en place dans le quotidien. Vivre le stress. J'ai appelé ça comme ça. Et mon diapo est coupé, donc vous voyez, ça permet de vivre le stress en direct live. Donc on s'était dit quelques petites pistes de réflexion par rapport au répit, par rapport au stress. On avait nommé les éléments de surcharge parce que on en avait beaucoup parlé avec Christine, cette notion de surcharge. Donc surcharge, trop de charge. On va devoir se décharger. Est-ce qu'il y a un besoin de répit? Et en fait, en psychologie, souvent, ce qu'on propose aux personnes, c'est d'apprendre à s'observer, d'apprendre à observer leur comportement, d'apprendre à observer ce qui se passe pour eux au quotidien et d'apprendre à observer comment ils investissent leur énergie et où ils peuvent aller récupérer de l'énergie. Donc voilà, je vais vous illustrer ça là pendant quelques minutes. À quoi ça sert le stress? Est-ce que je peux avoir deux, trois mots là qui vous viennent de à quoi ça sert le stress? À réagir, ok, pas mal. La vigilance, ok. Un petit dernier. À passer à l'action, ok, ouais, carrément, on est là-dedans, on a déjà des experts. Hop. Alors, le stress, en fait, on est sur une réaction physiologique du corps, hein, ça fait pas partie du domaine des émotions. C'est une réaction du corps qui nous permet d'investir une grosse quantité d'énergie à un moment donné pour faire face à une situation complexe qui nous met potentiellement en danger. Un danger perçu ou un danger anticipé. La peur de la peur, l'anticipation, c'est ce qu'on appelle plutôt l'anxiété, en tout cas dans notre jargon psycho. Hein. Mais tu vois, enfin, vous voyez, pardon. Selon les théories, selon les types d'accompagnement, on va utiliser différents mots. Ce qui est important, c'est ce qui résonne pour nous. Nous, en tout cas, dans le jargon de psycho, le stress, on va plutôt parler de la réaction du corps face à un danger. Et la peur, on va plutôt dire que c'est une émotion. Donc, mon cerveau perçoit un danger, réaction de peur dans mon cerveau, en gros, réaction de stress dans mon corps. Et donc, cette réaction, bah, elle nous permet de faire différentes choses. On l'a un peu dit, hein, de fuir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est quelqu'un qui court dans une forêt sombre. Donc, de fuir pour se soulager d'un danger, de se battre pour se préserver face à un danger, ou alors de se figer. Donc, se figer, la sidération, qui est là lorsque l'événement dangereux est trop haut. Et là, il y a un risque de potentiellement développer du trauma. Je l'ai noté quand même parce que ça fait partie des réactions liées au stress. Le stress, on le vit face à un danger important du type le tram me fonce dessus, mais comme vous le savez, bah, le stress, on le vit aussi tous les jours par petites doses. Un truc en vous disant ouais, ça y est, j'ai enfin compris cette notion de répit. Simplement, ça peut permettre de comprendre pourquoi parfois notre corps va investir de l'énergie dans telle ou telle activité, comment ça se passe et apprendre à observer ça au fur et à mesure des journées pour repérer quels sont les éléments qui sont particulièrement stressants. Une journée classique, donc là, vous avez la jauge d'énergie avec du bleu, ça veut dire j'ai la méga pêche. L'espèce de violet lilas, c'est j'ai un peu moins d'énergie. Le violet, un peu comme ça, c'est j'en ai plus beaucoup. Et là, c'est j'ai plus d'énergie du tout. Et puis ici, vous avez une échelle de temps avec le début de la journée, lever de soleil, la journée et coucher de soleil. C'est bon pour vous, ça? Ouais. Ok. J'ai simplifié un modèle qui est plus complexe, mais bon, vous me dites. Hein. Réveil, là j'ai mis un réveil tôt, donc on a déjà la jauge d'énergie qui est pas oufissime, mais qui est quand même présente. Je vais, au fur et à mesure de ma journée, avoir différents éléments. J'en ai sélectionné certains qui pouvaient potentiellement être stressants, du type faire le trajet pour aller au travail, gérer le boulot et gérer le soir.
au fur et à mesure de la journée, la batterie se décharge. Ça vous parle ce truc? À la fin de la journée, bon, on est fatigué, bon, c'est cool, c'est le moment d'aller se coucher. Ok. Et quand il y a du stress, dans le modèle du stress, voilà, quand il y a du stress, en fait, ce qu'ils nous disent, ce qu'on nous dit, c'est que le bang, là, c'est en fait, mon corps va surréagir par rapport à une situation du type des bouchons alors que j'ai une journée ultra chargée. Par exemple, donner une conférence à la COP et j'ai du retard. Ah, au secours! Donc là, mon corps, il se met en mode vite, 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 Mélanie, il faut que tu actives absolument toutes tes capacités, toutes tes ressources pour faire face à ce danger que tu perçois. Forcément, ça va me décharger en énergie et donc je vais me mettre en mode économique pour le reste du temps. C'est OK pour vous ce truc? OK, c'est assez simple. Et dans ces modèles de stress, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le truc hyper dangereux qui créait de la peur et du stress. Il y avait plein de petites gouttes du quotidien qui pouvaient nous générer des situations de stress et donc nous décharger. Et qu'en plus de ça, c'était différent pour chaque personne. Par exemple, ici, qui est stressé à l'idée de passer un coup de fil? Voilà. Qui adore passer un coup de fil, par exemple, à une amie? Qui aime passer un coup de fil à une amie? OK. Qui est stressé de passer un coup de fil à une amie? Pour reprendre les termes. OK. Vous voyez, déjà, on réagit pas de la même manière par rapport à ça. Qui aime bien être dans sa voiture, dans les bouchons, pour écouter une musique très agréable? Qui déteste être dans les bouchons pour écouter une musique agréable? OK. Vous voyez, en fait, on va pas réagir du tout de la même manière. Donc, en fait, dans un premier temps, dans le modèle du stress, l'idée, c'est d'aller repérer quels sont, ouais, ça déclenche, hein. C'est d'aller repérer quels sont, en fait, les différents stresseurs du quotidien. Bon, là, j'ai mis mes trucs, hein. Donc là, par exemple, j'ai mis balade en nature. Pour moi, zéro stress. Est-ce qu'il y a des gens qui sont stressés par la balade en nature? Ça peut, hein? Ouais. Ben, on ne sait jamais, on peut croiser des ours par ici. Peut-être bientôt dans les Pyrénées. Bon, désolée, j'ai un humour un peu naze. Du coup, la diapo d'après, s'il te plaît. Donc là, par exemple, j'ai mis un peu plus de stress, parler avec des gens. Moi, ça me génère un peu de stress. C'est pas un stress qui est ingérable, hein, mais ça gère du stress. Ça génère du stress. Vous aussi, il y a certaines personnes qui sont un peu stressées? Ouais, ok. Un peu, ouais, ok. Vas-y, du coup. Là, j'ai mis, alors, passer un coup de fil. Moi, c'est presque l'horreur, passer un coup de fil, que ce soit amical ou quoi. Donc, je l'ai mis, par exemple, avec un niveau de stress beaucoup plus élevé, pour ma part, mais qui est gérable. Il y a d'autres personnes dans cette situation? Ouais, ça dépend de la situation. Donc, on voit aussi que selon la situation précise, du type passer un coup de fil administratif, passer un coup de fil à un ami, etc., ça va pas avoir le même impact. Ça, en fait, ce que je suis en train de dire en filigrane, là, c'est d'apprendre à observer selon les différentes activités, quelle quantité d'énergie ça va nécessiter. Et donc, un truc méga, méga stressant, c'est les bouchons avec bruit des klaxons et tout, parce que j'avais pas ma musique à ce moment-là. C'est OK pour vous, là, ce truc d'intensité? Ben, n'hésitez pas à vous observer aussi, hein, à voir comment ça fait sens pour vous. L'intensité de stress, ben, c'est une chose. Et en fait, l'autre élément qui est entré en jeu dans ces théories du stress, c'est que selon notre état du moment, notre état du jour, on ne va pas gérer de la même manière les facteurs de stress. OK? Donc, d'un côté du schéma, vous avez pas de stress du tout, beaucoup, beaucoup de stress avec le continuum. Et de l'autre côté, ici, vous avez ce qu'ils appellent d'habitude la vulnérabilité. C'est le modèle de stress, vulnérabilité, compétence. Certains connaissent, que j'ai juste inversé en termes de vulnérabilité. Moi, je parle plutôt de l'état biopsychologique, biologique et psychologique. Biologique dans le sens, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai le Covid? Est-ce que j'ai des symptômes actuellement de ma maladie, qu'elle soit chronique ou pas, qui me gênent, etc., etc. Et psychologique dans le sens, est-ce que je suis en train de vivre des événements particuliers? Est-ce que j'ai vécu des événements particuliers? Avec quoi je suis là tout de suite maintenant? Et en fonction de l'état biologique et psychologique, ce que je proposais aux personnes que j'accompagnais en tant que psycho, c'était de tirer un trait pour voir quel était notre seuil de tolérance. Par exemple, quand je vais bien, eh ben, je vais être capable de gérer tout un tas de stresseurs en étant dans ma zone de confort. Et tout ce qui va être au-dessus, avec une intensité très forte, ça va générer du stress. Donc, ça va me prendre du jus. C'est bon pour vous, ce truc?
Et à un moment, par exemple, où je me sens moins bien, eh ben, mon seuil de tolérance va diminuer et donc je vais être en zone, ma zone de confort va être beaucoup plus réduite et ma zone de stress va être beaucoup plus importante. Ça vous parle ce truc? Ok. Et dans ce contexte-là, en fait, il y a un modèle qui a été développé par un psycho qui s'appelle Celi en 1956. C'est méga vieux, sauf que c'est toujours d'actualité. C'est le modèle du syndrome général d'adaptation au stress, où en fait, il explique que le stress va être une réaction d'alarme qui nous donne du jus, qui nous donne de l'énergie. C'est très chouette, indispensable. Mais le problème, syndrome général d'adaptation au stress, avec donc la phase d'alarme qui va faire une activation importante du corps. Donc là, mon corps dépense beaucoup d'énergie, ok. Phase de résistance, parce qu'en fait, les facteurs de stress continuent. Donc, de s'exposer une fois à des bouchons, c'est une chose. D'être toute la journée dans les bouchons, c'en est une autre. Donc là, il va y avoir une phase de résistance qui va se mettre en place. Sauf que bah, mon stock d'énergie, il n'est pas illimité. Mon corps, il n'a pas un stock illimité de ressources. Donc, qu'est-ce que ça fait de manière complètement logique? Et là, c'est une question que je vous pose. Hmm, ça craque, c'est ça, hein? Ouais, et j'entendais aussi, ça fatigue. Phase de résistance, donc mon corps va lutter, lutter, lutter. Il y a un exercice qu'on fait en psycho, notamment avec la thérapie ACT. On en parlait tout à l'heure avec ma collègue. Dans la thérapie ACT, on demande à une personne de prendre notre main et on lui demande de tirer sur notre main. Et en fait, nous, on tire en même temps. Et on permet en fait à la personne de se rendre compte que bah, plus elle va tirer et plus nous, on va tirer. Et c'est ça en fait ce qu'on appelle la phase de résistance. C'est le moment où je vais tirer, 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 tirer sur l'élastique, la corde, peu importe, mais qu'en fait, il y aura de la résistance en face. On demande après à la personne de lâcher et on lui demande de constater ce qu'elle ressent dans son corps. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans son corps en général à ce moment-là? Ouais, le relâchement, soulagement, mais il y a de l'épuisement parce que la personne aura mis beaucoup d'énergie. Et donc, dans ce modèle du syndrome général d'adaptation au stress de Celi, il y a cette phase d'épuisement qui est vraiment problématique parce que lorsque je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de ressources. Voilà. Ok. Et donc, on en fait quoi de tout ça? C'est bien beau de se dire des jolis mots là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, je reprends exactement le même schéma que tout à l'heure, hein, les facteurs de stress ici et comment je me sens. Et ce qui se joue actuellement dans, notamment en psycho, mais dans les accompagnements de manière générale, en fait, ça va être de développer des compétences pour être en mesure d'avoir un seuil de tolérance beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Et du coup, comme je suis psychologue, bah, j'ai mis uniquement les stratégies de coping dont on parle en psychologie. Ce sont les stratégies qui vont être centrées sur le problème, ou bien centrées sur l'émotion, ou bien centrées sur les pensées. À votre avis, le répit, le fait de prendre du temps pour soi, par exemple, ça se situerait dans quel type de stratégie de coping? Ouais, les trois, tout à fait, merci. Je voulais piéger, mais en fait, vous êtes trop fort. Bah ouais, en fait, dans cette notion de compétence dont parlait Julien, ce qui va se jouer, c'est comment moi, en tant que moi, et pas moi en tant que ce que les autres ont dit de moi, comment moi, en tant que moi, j'apprends à m'observer, à repérer ce qui me prend du jus, à repérer ce qui m'en donne. Donc, on va le voir tout à l'heure, j'ai un petit topo aussi là-dessus. Et donc, en fonction de ces éléments-là que j'ai appris à observer, je vais être en mesure de piocher dans ma boîte à outils, donc une boîte à outils que je vais me créer par mon observation, mon auto-observation, le lien avec les autres, etc. Comment dans cette boîte à outils, en fait, je vais être en mesure déjà de me créer des outils à moi et pas Mélanie, quand tu es stressée, il faut que tu fasses de la cohérence cardiaque. Merci, c'est trop cool. Mais en fait, quand je suis stressée, j'ai juste envie d'aller courir, par exemple. Ah non, non, courir, tu vas encore plus te décharger. Parce que déjà, ça prend du jus d'être stressé. Ouais, mais en fait, si ça marche pour moi, c'est OK, peu importe ce que les gens en diront. Et donc, pour revenir sur ce que disait, ah non, ça c'est nul, mais vous l'aurez de toute façon. Pour revenir sur ce que disait, c'est juste pour dire qu'en gros, cette boîte à outils, il va falloir qu'on l'observe aussi. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Est-ce que c'est toujours OK pour moi? Comment c'est par rapport à mon niveau d'énergie, etc., etc. Et donc, pour en revenir à ce que disait mon collègue Julien, ben, le répit, est-ce que finalement, c'est pas aussi une compétence à développer?
au-delà de quelque chose qui serait naturel, spontané et intrinsèque, présent déjà de manière innée. Est-ce que c'est pas quelque chose à développer? Voilà. Bah, du coup, ta question est vraiment top. Le stress, en fait, c'est une réaction de survie. Donc, grâce au stress, on survit. Le stress nous permet d'agir face à des dangers plus ou moins importants, donc hyper essentiels à la vie. Comme, ouais, bah, c'est lié en fait. La peur va déclencher la réaction de stress, mais c'est la réaction de stress qui, d'un point de vue chimique, va prendre beaucoup d'énergie au corps, va réquisitionner énormément de ressources pour faire face à une situation. Voilà. Mais par exemple, quand je suis anxieuse, c'est-à-dire que j'ai peur d'un truc qui n'est pas encore présent, mais que j'anticipe, mon corps peut vivre des réactions de stress. Et ça, c'est un problème. Ça pourrait être en lien, en tout cas, ce qui s'active dans le corps au moment de l'attaque de panique ressemble à ce qui s'active dans le corps au moment du stress, mais en version beaucoup plus importante. Ouais. La problématique, en fait, par rapport au stress, c'est que bah, c'est OK d'être confronté à du stress. On est tous et toutes confrontés à du stress. Mais à partir de quel moment ça dépasse ma réserve, ce que je suis capable de fournir dans une journée? Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des petites cuillères. Voilà. Ben, en fait, on peut utiliser cette théorie-là avec la théorie des petites cuillères. Si je commence ma journée avec 5 petites cuillères et que dès le début de la journée, je dois faire quelque chose qui en coûte 4, ben, on sait bien que ça va être compliqué pour la suite de la journée. Donc là, c'était une manière de théoriser avec le schéma comme ça et le seuil de tolérance qu'on peut abaisser ou monter. Moi, j'aimais bien utiliser ça dans les accompagnements parce que c'est très visuel et ça permet de se dire, bah, quand je vais moins bien parce que j'ai pas dormi, c'est OK si en fait j'arrive pas à supporter, ne serait-ce que d'avoir une conversation avec des gens. Ça permet de se déculpabiliser. Mais l'idée d'utiliser les poings, les cailloux ou les cuillères, c'est cette notion de bah, quand je stresse, ça va me prendre de toute façon, je sais pas, 4, 5, 6 petites cuillères. D'accord. Si j'en ai 20 à disposition, ça veut dire que je vais pouvoir stresser 3-4 fois dans la journée. Et si en fait j'enchaîne des activités qui génèrent du stress, là ça pose souci. Quand on est face à des situations où on se pose la question du répit, c'est qu'on est dans un contexte qui demande trop de petites cuillères par rapport au stock de petites cuillères que l'on a. La problématique, c'est avoir une journée de répit. Ça va être chouette, je vais recharger, mais pour combien de temps? Je vais pas pouvoir me faire un stock en plus de mon stock de la journée. Je vais pas avoir un stock illimité dans lequel je vais pouvoir puiser pendant 1 an, par exemple. Donc, il y a vraiment cette notion de compétence à s'auto-observer, à repérer comment ça se charge et comment ça se décharge. Et là, je suis passée à côté de ta question, excuse-moi. Du coup, le stress, ce sera pas notre mauvais allié. Par contre, notre capacité à observer notre stress peut être un mauvais allié. Si je sens que je suis déjà sans petite cuillère, mais que je continue et continue et continue, en fait, c'est ça le modèle de Célie, le modèle de 1956, là, le vieux modèle qui dit, enfin le vieux modèle, on est, hein, bon, d'accord, on va pas repartir sur ce débat, qui dit que à un moment donné, je vais avoir une phase d'alarme, donc grosse quantité d'énergie dans le corps, je vais résister, résister, résister. Il y a une métaphore de tirer sur l'élastique ou tirer sur la corde qui est pas mal aussi. À un moment, en fait, ça lâche, c'est juste normal. Et la problématique, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment ça va lâcher. Impossible de savoir. Si vous tirez sur un élastique, on peut se dire, bon, alors on va tirer pendant combien de temps avant que ça lâche? Bah, en fait, ça dépend de l'élastique, ça dépend de la météo, ça dépend de l'humidité, ça dépend de plein de facteurs. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que au moment où ça lâche, on a la répercussion de quelque chose qui n'a pas été anticipé. Je suis pas une experte du sujet. C'est juste qu'il y a 3 ans, 4 ans, j'ai fait un mémoire sur le syndrome d'épuisement, notamment par rapport à la situation professionnelle. Donc, ce que je vais me permettre de faire, c'est de répondre avec ce regard-là, en sachant que du coup, bah, n'hésitez pas à aller creuser aussi ailleurs parce que c'est que une interprétation. Donc, dans tout ce qui est syndrome d'épuisement, que ce soit professionnel, familial, etc., ce qui est dit, c'est que donc on va s'adapter au stress pendant trop longtemps, rentrer en phase de résistance et à un moment donné, ça lâche. Et la haute autorité de santé appelle le moment où ça lâche le syndrome d'épuisement. Et dans ce contexte-là, en fait, c'est un facteur de risque de développer une maladie. Maladie en lien avec des troubles de santé mentale, en lien avec des troubles organiques, hein, peu importe. En fait, ça peut être même un mélange de tout ça. Et il y a certaines théories qui vont même jusqu'à dire
lorsqu'il y a des problématiques de santé mentale qui apparaissent, ça va souvent être sous forme de crise. Nous, dans le cas de la psychiatrie, dans le cas de la santé mentale, on a en tête toujours le modèle biopsychosocial dont a parlé Julien tout à l'heure, avec d'un côté les facteurs de risque et de l'autre côté les facteurs de protection. Et quand on a trop de facteurs de risque qui pèsent trop lourd, le corps compense, et à un moment donné, ça lâche de manière normale, et bien en fait, ça lâche, entre guillemets, quand il est lié au stress, a priori, il va y avoir une manifestation un peu plus puissante que quand ça lâche parce que j'ai donné un peu trop de jus, j'arrive en vacances et je tombe malade. Ça vous arrive ce truc? Premier jour de vacances, enfin libéré. En fait, là, bah non, ça y est, la sphère ORL est en train de dégringoler. Quand on est sur des phases de stress intenses et dans ce syndrome d'adaptation au stress, syndrome général d'adaptation au stress, le risque, a priori, ce serait qu'il y ait une manifestation beaucoup plus forte du fait que là, il n'y a plus de jus du tout. Et dans ce cas-là, la priorité thérapeutique, par exemple, au-delà des traitements médicamenteux, la priorité thérapeutique, c'est de dormir, d'avoir juste du repos, dormir. Et ça, voilà, c'est un truc hyper intéressant à avoir en tête. On a eu une formation avec le CREPSI là, du centre référent psychotrauma. Et ça a été super intéressant parce qu'ils nous ont dit qu'en fait, la réaction de stress normale, c'était plutôt pour fuir ou pour se battre. Voilà. Et qu'à partir du moment, dans notre société actuelle, à partir du moment où la personne va avoir plutôt un état de sidération, il y avait un risque de psychotrauma derrière. Et donc, est-ce qu'on est sur une réaction de stress ou de panique? Ça, c'est intéressant de pouvoir l'observer pour soi. Néanmoins, la sidération, la panique, l'attaque de panique sont à risque traumatique. Le choc traumatique ne veut pas forcément dire qu'il y aura une pathologie traumatique derrière. Il n'y aura pas forcément un trouble de stress post-traumatique si la personne vit un choc. Et là, je regarde avec beaucoup d'insistance les secouristes en santé mentale qui sont formés dans la salle et qui savent qu'on peut réagir de manière traumatique à un événement qui va générer du stress trop intense sans développer une pathologie derrière. Mais c'est un facteur de risque important. Donc panique, stress, en fait, à nous de mettre les mots là où ça nous semble utile. Oui, il y a un rapport de la Haute Autorité de Santé qui date de, je crois, 2017 ou 2019, dans lequel vous pouvez voir toutes les manifestations psychocorporelles qui apparaissent au moment de la phase d'épuisement. Donc là, c'est plutôt en lien avec l'épuisement professionnel, mais on repère des choses similaires face à l'épuisement familial, les différents types d'épuisement dont on peut parler dans notre société. Quelles répercussions ça a sur le corps? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce sont souvent des manifestations qui vont être presque silencieuses. En tout cas, la personne va être en mesure de les masquer jusqu'au moment où ça va devenir beaucoup plus important sur le format un peu crise, donc beaucoup plus intense. Mais ça, c'est pas une généralité en soi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir le rapport de la Haute Autorité de Santé parce qu'il est très bien fait. La synthèse est bien parce que c'est moins long, du coup, et tout est noté dedans. Alors, crise d'angoisse, attaque de panique, on me disait la crise d'angoisse, c'est un stress. Crise d'angoisse, attaque de panique, en fait, on est sur une crise en lien avec la santé mentale qui va générer des réactions de stress dans le corps de manière intense. Et souvent, bah ça, voilà. Non, c'est pas grave. Souvent, en fait, ça va provoquer, souvent, je dis pas que c'est toujours le cas, un état de sidération lorsque la personne vit une attaque de panique, notamment dans les premières attaques de panique. Alors du coup, en psycho, par exemple, il y a une différence qu'on fait entre attaque de panique et crise d'angoisse, mais c'est juste pour la thérapie, notamment sur les TCC. Attaque de panique, on se dit que c'est le corps qui commence à bugger et la tête qui s'emballe après. Et crise d'angoisse, on se dit que c'est la tête qui commence à s'emballer, genre et si, et si, et si, et ensuite le corps part en live. Et il y a autre chose que l'on appelle la crise d'anxiété, qui va être, tant qu'à faire, on utilise plein de mots. La crise d'anxiété, ça va être en fait le cerveau qui s'emballe, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça, mais le corps n'est pas en train de vivre une attaque de panique ou une crise d'angoisse. Mais il y a des réactions de stress. Le corps s'active. En fait, on peut schématiser en se disant quand le corps s'active en lien avec une peur, on peut se dire que c'est potentiellement une réaction de stress. Le stress va permettre au cœur de battre plus fort, à la respiration d'être beaucoup plus efficace. C'est pour ça que certaines personnes vont hyperventiler pour oxygéner davantage les muscles, oxygéner pour pouvoir faire face à un danger.
et nos fonctions digestives, par exemple, vont quasiment s'arrêter. Et vont se mettre en pause. On va s'arrêter complètement, mais vont se mettre en pause. C'est pour ça qu'il y a souvent des problématiques digestives en lien avec les troubles anxieux. C'est qu'en fait, il y a certaines fonctions organiques, il y a certains organes qui vont se mettre en pause et donc d'autres qui vont se mettre au taquet. Et ça, si tu vois, il y a toujours le continuum de quand on le vit de manière légère, modérée, sévère. Et du coup, quels mots on utilise selon ce continuum, ça, on a tous nos jargons par rapport à ça. Et du coup, crise d'angoisse, attaque de panique, c'est 1 personne sur 4 au cours de sa vie et pas forcément avec des troubles psychiques. Voilà. Néanmoins, les troubles psychiques peuvent augmenter le risque d'apparition des attaques de panique et des crises d'angoisse, notamment les troubles anxieux, qui ont tendance à majorer l'apparition des crises d'angoisse. Et l'attaque de panique ou la crise d'angoisse, lorsqu'elle se répète et qu'elle provoque de la détresse, je vois Guylain et Céline qui sont au taquet, et dans ce cas-là, ça peut provoquer l'apparition de troubles psychiques, notamment troubles paniques ou agoraphobie qui vont être les plus souvent associés. Il y a un continuum de la santé mentale entre je vais bien, je vais pas bien. Quand ça dure et quand ça a des répercussions sur le quotidien et qu'il y a un certain nombre de critères diagnostiques qui sont posés, dans ce cas-là, on va poser le mot de maladie mentale, de troubles psychiques, et on entre en fait dans le fait que le corps, comme le disait tout à l'heure Julien, vit un dysfonctionnement quelque part. Et que du coup, ça a des répercussions au niveau des émotions, des comportements et des pensées. Et ça peut être léger, modéré, sévère, et c'est un continuum tout ça. Ça bouge en fonction de plein de facteurs.